RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. 8h33, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. L'Allemagne a donc ouvert les bras aux migrants avec en première ligne Angela Mutti Merkel. Eh oui, c'est maman Angela. La fierté, la gloire, l'honneur de l'Europe, le futur prix Nobel de la paix, l'incarnation d'un continent de mamans qui ne supporte pas la photo d'un enfant mort. La presse européenne et française a sacré Angela première impératrice. Hollande est brocardé pour avoir tardé à se soumettre. Le knout financier est promis à des dirigeants d'Europe de l'Est trop pauvres pour avoir le droit à la parole. Je ne vais pas sortir tout de suite les instruments de torture, on va agir en bon camarade, les a prévenus Angela première. Ah, l'Europe est égalitaire et fraternelle, sous la férule teutonne. Les Allemands sont grands, les Allemands sont bons, les Allemands sont généreux. Plus question de leur reprocher leur insensibilité de comptable vis-à-vis des Grecs. Encore moins de les grimer en SS ou de les affubler d'un casque à pointe. La photo d'un enfant de réfugié portant la casquette d'un policier allemand en guise de protection supplante dans l'inconscient collectif la photo d'un autre enfant devant le ghetto de Varsovie, effrayé par la menace de l'armée allemande. Pour l'histoire, Merkel joue gros. Par une remarquable blitzkrieg médiatique, elle efface Hitler, Guillaume II et même Bismarck. Elle renoue avec une image de l'Allemagne bucolique, rêveuse, généreuse, romantique et pacifiste, celle du 19e siècle qu'avait confectionnée Madame de Staël et tous les intellectuels de la gauche française. L'économie n'est pas absente de la décision de la chancelière, Éric. Ah oui, pendant ce temps-là, les patrons allemands ont fait un rêve. Une main-d'œuvre massive, malléable, pas chère, remplacera dans leurs usines les petits blonds que les femmes autochtones n'ont pas fait. Ce cynisme économique et ce romantisme droit de l'homiste se rejoignent sur une vision qu'ils croient humaniste d'un individu hors sol, sans attache ni racine, ni passé ni culture, un producteur et un consommateur interchangeables. En quelques heures, Angela Merkel a pris la responsabilité historique de détruire définitivement une Allemagne millénaire et de la transformer en un pays multiculturel. Les 800 000 réfugiés annoncés vont faire des petits. Des millions d'hommes vont se mettre en route qui voient désormais l'Allemagne comme l'Amérique du 19e siècle. Mais qui jouera à la fin le rôle des Indiens ? Les Allemands considèrent toujours que ce qui est bon pour eux est bon pour le monde. Leur tempérament exalté et romantique les pousse souvent à un comportement jusque-boutiste, à un tout ou rien alles oder nichts, qui faisait dire naguère aux nationalistes français que l'Allemagne avait toujours été la grande perturbatrice du monde. L'Allemagne agit comme si elle était seule au monde, mais elle n'est pas seule en Europe. Elle impose sa générosité de fer à tout un continent qui n'a ni son aisance budgétaire, ni son vide démographique. Les Tchèques et Hongrois prophétisent la fin de la civilisation chrétienne et le suicide de l'Europe. Certains Allemands esseulés rappellent que ce ne sera pas la première fois dans l'histoire que leur pays provoquera la catastrophe en Europe. Mais Merkel n'en a cure, elle croit qu'elle devient sourde quand elle n'entend plus les acclamations. RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Vous revenez ce matin sur cette phrase de Manuel Valls après l'attentat de Saint-Quentin-Falavier. Le Premier ministre a parlé pour la première fois de guerre de civilisation. Oui, Manuel Valls sait-il ce qu'il dit ? Connaît-il le sens des mots qu'il emploie ? Maîtrise-t-il toutes les subtilités de la langue française ? Est-il un provocateur impétueux ou un ignorant ingénu ? Guerre de civilisation au singulier ou au pluriel ? Guerre pour la civilisation ? Contre des barbares ou guerre entre civilisations. Manuel Valls fait-il référence au célèbre choc des civilisations de Samuel Huntington ? Le Premier ministre ne paraît pas lui-même en mesure de répondre à ces questions. Il explique qu'il ne fait pas la guerre à l'islam, mais au terrorisme, et que les premières victimes de ce terrorisme sont les musulmans. Bref, comme s'il avait hâte de revenir dans les chemins balisés du politiquement correct. François Hollande, Julien Drey, Jean-Christophe Cambadélis l'y aident comme on soutient un ami qui a trop bu. Lui rappelle la version officielle. Le meurtrier de l'Isère est un barbare, un fanatique, un malade mental, un loup solitaire qui envoie un selfie à un correspondant de Daesh. Un perdant radical, perdant de l'époque, de la modernité, de la mondialisation. Bref, une victime qu'il faut aider, soigner, psychiatriser, mais rien à voir avec l'islam. Manuel Valls dit autre chose avec son expression guerre des civilisations ? Le propos de Manuel Valls a un sens, mais que le Premier ministre n'assumera pas. Comme l'expliquent fort bien de nombreux spécialistes de l'islam, les musulmans doivent imiter la vie du prophète Mahomet, comme les chrétiens imitent la vie de Jésus-Christ. Or, Mahomet fut aussi un chef politique qui fit la guerre et commit des massacres, comme cette tribu juive vaincue dont tous les hommes furent exécutés, par décapitation déjà. La plupart des musulmans ne suivent pas cette inspiration belliqueuse et préfèrent l'enseignement spirituel du prophète.
Mais notre terroriste de l'Isère était un salafiste, c'est-à-dire un musulman adepte d'une lecture littéraliste du texte sacré, y compris dans ses parties les plus violentes. Ah, tous les musulmans ne sont pas salafistes et tous les salafistes ne sont pas terroristes. Mais on note depuis quelques années une expansion de l'islam salafiste dans les banlieues françaises, en particulier parmi les jeunes. Il y aurait donc un lien entre la montée de la ferveur religieuse dans nos banlieues et la progression d'un islam rigoriste. Un ennemi intérieur, une sorte de cinquième colonne. Valls voudra-t-il les conséquences des causes qu'il dénonce? Fermer les mosquées salafistes, expulser leurs imams, interdire leurs écoles coraniques? Faut-il continuer à édifier des mosquées qui peuvent passer un jour sous la coupe des salafistes? Faut-il se méfier des salafistes dans la vie quotidienne? Embaucher un chauffeur salafiste? Et comment le distinguer d'un brave chauffeur musulman? Manuel Valls encourage-t-il à la discrimination? Et que dire aux musulmans qui pensent que le Coran est un bloc? Dans une république démocratique et laïque, ce n'est pas à l'État de trier le bon grain de livret d'un texte sacré. Napoléon le fit pour les Juifs, mais Napoléon n'était ni républicain, ni démocrate, ni laïque. Le plus grand pays salafiste du monde s'appelle l'Arabie Saoudite. C'est l'ami de la France et un de ses clients les plus fidèles. Manuel Valls l'ignore sans doute. Éric Zemmour, on va rajouter un petit mot sur un autre sujet, la disparition de Charles Pasqua. On a beaucoup parlé d'un certain nombre d'aspects de sa personnalité. C'était aussi l'homme du non à Maastricht en 92, une grande figure du souverainisme. Ah oui, c'était, vous savez, une grande figure de l'indépendance de la France, du gaullisme, et donc il a pris la tête de la campagne pour le non à Maastricht. Je m'en souviens très bien, j'étais journaliste politique à l'époque au Quotidien de Paris, et je suivais tout le temps cette campagne où il y avait Séguin, Pasqua, Villiers, Chevènement, Le Pen qui étaient les héros du non et qui ont fait une campagne assez extraordinaire puisqu'ils sont allés mourir à 49,5%. Et je me souviens par exemple d'un meeting à la porte de Versailles absolument fantastique où il y avait Pasqua, Séguin, Villiers qui ont fait un numéro incroyable. Et c'était la dernière grande campagne pour le non à l'Europe fédérale, quoi, comme on disait à l'époque. Quelques années plus tard, sa liste avec Villiers avait dépassé celle de Nicolas Sarkozy aux Européennes en 99. Ça avait été sa dernière grande victoire politique. C'est le grand moment de Charles Pasqua. Merci beaucoup Éric Zemmour. RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Merci. Vous souhaitez revenir ce matin sur la crise des migrants, qui fait encore et toujours la une de l'actualité ce matin. Nous y étions dès 7h15 d'ailleurs avec le reportage très troublant de Nicolas Burnand. Et oui, ce fut le mot de l'été, migrants. Migrants à Calais, migrants à Kos, migrants en Macédoine, migrants à Vintimille, migrants en Hongrie, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, migrants partout. Venus de partout, Irak, Syrie, Éthiopie, Yémen, Afghanistan, migrants dans les gants de fortune, migrants dans les hôtels, migrants dans les écoles, migrants dans les rues. Migrants victimes de la guerre et du malheur, migrants violents et menaçants. Migrants. C'est le mot qui s'est imposé parce qu'on ne pouvait pas dire immigrés, puisqu'ils n'étaient pas invités, et qu'on ne voulait pas dire clandestins, pour ne pas les diaboliser. Migrants, c'est le mot qui a été choisi pour imposer l'idée à une population rétive que ce phénomène est inévitable, inéluctable, irrésistible, irrépressible. Les migrations sont un fait, un phénomène aussi vieux que l'humanité. RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. 8h31, bonjour Éric Zemmour. Bonjour. La droite n'a qu'une obsession cette rentrée. Il ne parle que de ça, l'éducation nationale. Eh oui, ils ont vu la lumière, ils ont vu Dieu. C'est leur chemin de Damas. Ils sautent tous sur leurs chaises comme des cabris en s'écriant l'école, l'école, l'école. Sarkozy, Le Maire, Juppé, Fillon, ils jouent tous aux bons élèves, un peu faillots, montrant à la maîtresse qu'ils sont pressés de rentrer en classe. Moi madame, hurle-t-il en levant le doigt bien haut pour se faire remarquer. L'école pourtant fut longtemps le cadet de leurs soucis. Ça leur en touchait une sans faire bouger l'autre, aurait dit Jacques Chirac. D'ailleurs, dès qu'on parlait d'école, l'ancien président ne sortait pas son revolver, mais son référendum.